Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que la Faux est située sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de l'AFO. Voici une courte vidéo des points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Puisque nous sommes en mode réunion, veuillez mettre votre micro en sourdine. Cette formation est enregistrée. Veuillez fermer votre caméra et micro si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Si vous avez une question pour le formateur ou formatrice, attendez qu'elle ou il vous invite à le faire. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez en chat privé avec l'équipe de l'AFO. Nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci et bonne formation. Bonjour à toutes et à tous et bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Josiane et la directrice des services et programmes à la FO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offres actives et de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et à vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Tremblay-Pépin, qui va nous parler des relations publiques 101 pour organisation et mouvement. Simon Tremblay-Pépin est professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth et Bruyère de l'Université Saint-Paul. Ses intérêts de recherche sont la démocratisation de l'économie, la critique des médias et les finances publiques. Il est co-auteur du livre Du vent et des jeux, le virage commercial et de la SAQ et de l'Auto-Québec, qui a été publié chez Lux en 2019. Il a aussi dirigé des possessions à une histoire économique du Québec contemporain, le tome 1 des ressources, qui a été publié chez Lux en 2015. Je laisse maintenant la parole à Simon. Bonne formation à toutes et à tous. Merci beaucoup, Josiane. Bonjour tout le monde. Bonne année 2022, même si elle commence un peu étrangement peut-être par ces situations difficiles avec la pandémie, mais c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais tout de suite partager mon écran pour que vous voyez bien mon PowerPoint. Le voilà. Je vais maintenant mettre ça en plein écran. Alors, on m'a demandé de vous faire une formation sur la question des relations publiques. J'ai pour mon dire depuis fort longtemps maintenant que les relations publiques, ça s'apprend facilement, qu'on n'a pas besoin d'une longue formation pour comprendre la base des relations publiques. On peut toujours s'améliorer et aller plus loin, mais les éléments de base des relations publiques s'apprennent assez vite. Toutefois, je dois reconnaître qu'en une heure, je n'aurai pas le temps de vous donner l'équivalent d'une bonne formation en relations publiques, mais je vais vous donner quelques indices, quelques idées de ce qu'il faut faire en relations publiques. Et j'ai essayé de le faire à partir de la situation des organisations, du moins celles que je présumais des organisations qui sont membres de la FO, donc des petites organisations dans une situation de minorité linguistique. C'est dans cet esprit-là que j'ai bâti la formation d'aujourd'hui. La façon dont je vous propose de fonctionner est qu'on prenne 45 minutes, une heure de présentation. Pendant cette présentation-là, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions plus techniques, des éléments que vous ne saisissez pas ou des choses sur lesquelles je pourrais être plus clair. Mais si vous voulez discuter et aller plus en profondeur, on pourra prendre du temps pour une discussion plus à la fin de la présentation. On prendra une petite demi-heure pour aller sur les sujets qui vous intéressent. Forcément, en une heure, je ne peux pas tout toucher dans les relations publiques.
Donc, s'il y a des choses que je n'ai pas abordées et que vous voulez qu'on aborde plus en profondeur, on pourra le faire après la présentation. Si ça vous convient, je commencerai comme ça. Je me présente d'abord. Josiane l'a déjà fait, mais je vais me présenter dans l'angle relations publiques. J'ai travaillé en relations publiques depuis le début des années 2000 et donc dans des organisations privées, dans des organisations à but non lucratif, comme probablement le sont la plupart de vos organisations, et dans une agence que j'ai participé à cofonder, une agence de communication coopérative. Donc, j'ai un peu d'expérience en relations publiques. J'ai aussi une connaissance de différentes situations de relations publiques. C'est important pour moi de le mentionner parce que c'est pas tout le monde qui fait des relations publiques de la même façon. Si vous travaillez pour un grand cabinet de relations publiques qui a beaucoup de moyens, je pense par exemple, je viens du Québec, donc je pense tout de suite à des cabinets comme National, par exemple, eh bien, vous allez avoir des moyens et des clients qui sont tout à fait différents de si vous faites des relations publiques dans une petite organisation où il y a 4 ou 5 employés et où vous devez faire les relations publiques, mais aussi vous occuper de l'ensemble des communications, mais aussi gérer des éléments administratifs et vous occuper de la programmation, par exemple, de votre organisation. Ce qui arrive souvent dans des petites organisations. C'est dans cet esprit-là, dans ce deuxième type d'organisation que j'ai pensé la formation d'aujourd'hui et je connais bien ces organisations-là, donc c'est facile pour moi de vous parler de ces situations. Allons-y donc. Je vous ai préparé un petit plan de présentation assez simple. On va commencer par parler des médias parce que qui parle de relations publiques, on doit tout de suite parler des gens qui sont en face, hein, des gens à qui on essaie de parler quand on fait des relations publiques, en particulier des relations de presse. Aujourd'hui, je vais utiliser le mot relations publiques pour signifier relations de presse, ce qui n'est pas un usage que j'aime faire habituellement. Parce que les relations publiques, c'est beaucoup plus vaste que les relations de presse. Mais dans le cas qui nous intéresse, je pense que c'est ce qui est le plus pertinent pour vous, puis c'est la première chose qu'on peut aborder. Mais bien sûr, si on veut parler plus largement, donc intégrer par exemple les communications au sens large de tout ça, gênez-vous pas pour me poser des questions pour aller dans ce sens-là à la fin de la présentation. Donc, on va parler des médias, comment ils fonctionnent, les médias, comment ils fonctionnent avec les petites organisations, comment ils fonctionnent avec les minorités linguistiques. Et ensuite, on va aller voir 5 outils de base des relations publiques que je vais essayer de vous décrire. Je n'ai pas fait un PowerPoint, je dirais, exhaustif. Donc, je vous invite dans la 4e partie où là, je vais aller plus en détail sur les outils. C'est probablement bon de prendre des notes. Mon PowerPoint ne comprend pas tous les détails que je vais vous offrir oralement, mais j'ai noté que la formation a été enregistrée de toute façon, alors vous pourrez sûrement y retourner par la suite. Donc, je me lance sans plus attendre et je garde un œil s'il y a des questions et tout ça, faites-moi signe, ne vous gênez pas. On va commencer par parler de comment fonctionnent les médias. J'ai appelé cette section la machine à prioriser. Les médias ont comme mandat, ou du moins ils pensent qu'ils ont comme mandat dans notre société, de nous dire ce qui s'est passé dans le monde et ce qui est important. Or, je ne vous surprendrai pas à vous dire que des choses dans le monde, il s'en passe tout plein. Tous les jours, il y a plein d'événements qui arrivent. Et les médias ont comme tâche de retenir les événements qui sont importants de leur point de vue, bien sûr. Je n'entrerai pas sur ce que je pense ou non de leur point de vue et de comment ils l'abordent, mais essayons de nous mettre à leur place. C'est le premier exercice auquel je vous convie. On se met à la place d'une équipe de gens qui doivent dire à une population, voilà ce qui est important, voilà ce qu'il y a à retenir. Comment ça fonctionne leur quotidien? J'ai essayé de le détailler dans 2 slides. Je n'étais pas capable de le faire entrer sur une seule. Ça commence d'abord par un amas de nouvelles qui arrivent vers eux. Donc, la première chose qu'il faut vous dire, qu'il faut que vous gardiez en tête quand vous pensez aux médias, c'est les médias fonctionnent à partir de la notion de nouvelles et de nouveautés. S'il y a quelque chose qui se passe, qui est extrêmement dramatique, qui est extrêmement important, mais qui n'est pas nouveau, ça ne les intéresse pas.
il faut tout de suite avoir ça en tête dès notre première réflexion sur les médias. Et vous allez me dire, c'est une évidence. Tout le monde a déjà vu n'importe quelle mini-série sur des journalistes et tout le monde sait que les journalistes s'occupent du quotidien, de la nouvelle, etc. D'accord. Mais généralement, les petites organisations que je connais l'oublient quand il vient le temps de faire des relations publiques et se disent, oui, mais nous, on défend un enjeu tellement important, les médias devraient en parler plus souvent. Les gens ont raison, hein? Bien sûr, ils défendent des enjeux importants et bien sûr, on devrait en parler plus souvent. Mais il faut garder en tête que pour les médias, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est avez-vous quelque chose de nouveau à me dire qui n'existait pas la veille? Par exemple, la communauté franco-ontarienne est une communauté minoritaire et aurait besoin de davantage de financement pour ses organisations. Admettons, hein, prenons ça, je prends ça au hasard. Eh bien, c'est tout à fait exact, mais est-ce que c'est nouveau? Probablement pas. Probablement que ça fait 20 ans qu'on pense ça. Le défi est de faire paraître, et là je m'égare, mais je vais revenir, le défi est de faire paraître parfois ce qui n'est pas nouveau comme étant nouveau. On y reviendra dans quelques instants. Mais revenons à nos moutons. Pour les journalistes, donc, le monde est rempli tous les matins d'une quantité affolante de nouvelles qui leur arrivent. Et ça arrive à une personne dans un média qui a un titre particulier, c'est un affectateur. L'affectateur reçoit toutes les nouvelles. Et là, se dit, OK, voici ce qui se passe dans le monde que je dois couvrir. Hein. Tout le monde ne couvre pas l'entièreté de la planète. Certains couvrent une ville, une région, une province, un pays. Ils disent, voici ce que j'ai à couvrir dans mon secteur. Voici ce qui se passe. Qu'est-ce que je choisis? Eh bien, je vais prendre, vous voyez là, j'ai pris 4 nouvelles. Évidemment, il y en a plus que ça, là, c'est pour le bien de la démonstration. L'affectateur regarde les 4 nouvelles et dit, OK, il y en a 3 qui m'intéressent. Donc, déjà, il en élimine une. Il y en a une sur laquelle il n'y aura pas de travail. Il appelle le journaliste A et il dit, journaliste, j'ai besoin que tu ailles me faire un papier, hein, postulons qu'on est dans un journal ou sur un site web, là. J'ai besoin que tu me fasses un article sur ces 2 nouvelles-ci. Et tu vas me faire un seul article sur les 2 nouvelles. Ça arrive hein, tous les jours. Parce que on a la nouvelle, par exemple, qu'il y a un ministre qui a démissionné et de l'autre côté, on a un groupe qui attendait une subvention de ce ministère-là et qui se demande bien s'ils vont recevoir leur argent. Ça, c'est 2 nouvelles distinctes, mais ça va donner un seul article parce qu'on va dire aux journalistes de couvrir les 2. Donc, on dit aux journalistes d'aller faire ça et on dit au journaliste B, prends-moi la nouvelle. Évidemment, là, j'ai fait des exemples qui sont faciles pour moi. Prends-moi la nouvelle 3 qui annonce, je ne sais pas moi, un concours, les gagnants d'un concours extraordinaire et fais-moi 2 nouvelles sur ce concours de chansons, tiens. Une nouvelle à propos de la gagnante et le petit coin d'où elle vient, puis va me chercher des gens qui vont me parler de qu'est-ce qu'ils en pensent de leur nouvelle gagnante. Et parle-moi, fais-moi un autre article sur l'historique du concours et qui a gagné ce concours-là à travers les années. Voilà, boum, nos 2 journalistes sont partis. Et on continue. Ils font leur travail, ils reviennent avec un article, hein, comme on leur a demandé de faire. Et le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef reçoit les articles. Et là, son travail au rédacteur en chef ou à la rédactrice en chef, c'est de dire, maintenant, la journée a passé, hein, on est rendu là l'après-midi d'une journée, et là, ils se disent, demain matin, qu'est-ce qui va être important pour la population que je dessers? Eh bien, ils vont dire, ce papier-là, le papier X, on va le mettre en une, le papier Y, on va le mettre ailleurs, et finalement, le papier Z, par exemple, hein, un autre article, peut-être qu'on n'en traitera pas du tout. On a demandé à un journaliste ou à une journaliste de faire un travail, mais finalement, on trouve que c'est plus d'actualité ou que c'est plus aussi pertinent ou que le texte ne nous convient pas et on décide de le mettre de côté. Et ça, c'est des choses, c'est des décisions qui se produisent à chaque jour. Là, on a pensé du point de vue des journalistes. Pensez maintenant du point de vue d'une organisation. Vous êtes bien malheureux et malheureuse si votre nouvelle, c'est la nouvelle 4
que l'affectateur n'a pas décidé de couvrir. Mais ça arrive à tous les jours des gens malheureux que les affectateurs mettent de côté. Mais pire encore, vous êtes encore plus malheureux si vous avez fait une entrevue avec une journaliste et vous avez mis du temps, puis tout ça, et finalement, le papier que vous avez, ça arrive plus rarement, mais que le papier que vous avez fait est tout simplement pas publié parce que c'est plus d'actualité, ou il y a une plus grosse nouvelle qui est arrivée sur les entrevues, et c'est celle-là qui a été priorisée. Quand j'appelle les médias la machine à prioriser, c'est que le cœur de leur action, c'est choisir qu'est-ce qui est important à partir de leurs propres critères, pas à partir des vôtres. Leurs critères, et là je vais rentrer un peu plus dans le détail, leurs critères sont souvent les mêmes. Ce n'est pas toujours les mêmes en fonction de quel média vous avez devant vous. Est-ce que c'est un média écrit? Est-ce que c'est un média web? Est-ce que c'est un média télévisuel, radiophonique, etc.? Vous allez avoir une variété de critères. Mais je peux quand même vous en nommer quelques-uns qui sont fiables et auxquels vous pouvez vous dire, oui, ça a des bonnes chances d'arriver. Premièrement, la proximité. Les médias s'intéressent d'abord et avant tout à ce qui est proche d'eux. Deuxièmement, un autre élément essentiel, c'est la question de la nouveauté et de la surprise. Et les deux vont ensemble. Il y a plein de choses nouvelles qui se passent chaque jour. Hein? Il y a des enfants qui naissent chaque jour. C'est une grosse nouvelle pour la famille où l'enfant est né, mais on ne va pas faire la une des journaux à chaque fois qu'un enfant naît, sinon on en aurait trop. De la même façon, hein, ce qui est surprenant, ce qui est étonnant, va davantage intéresser les médias. Donc, proximité, nouveauté et surprise. Et troisième élément, qui est toujours particulier, c'est le caractère insolite. Vous avez une nouvelle qui peut ne pas être très importante. Hein, parce qu'évidemment, en fait, le troisième critère, c'est l'importance, bien sûr, mais donc, est-ce que ça a un enjeu public fort? Est-ce que c'est quelque chose dont les gens doivent entendre parler? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer la vie quotidienne des gens? Et ça, c'est lié à la proximité aussi. Hein? C'est un ensemble de choses qui sont extrêmement importantes. Mais un quatrième élément peut être le caractère insolite. Est-ce qu'on est face à quelque chose qui est inhabituel et qui a une certaine curiosité? Et là, les médias, même si c'est très loin d'eux, même si ce n'est pas si important que ça, vont tendre à s'intéresser à ces éléments-là. Alors, voilà pour la machine à prioriser et les critères que les médias utilisent pour prioriser. Est-ce que vous avez là-dessus des questions? Oui, non? j'aurais Oui, Mamadou, allez-y. Oui, en fait, d'après ce que vous venez d'exposer, ça semble être, dans la plupart des cas, des critères un peu objectifs, on va dire. Mais est-ce que c'est toujours des critères comme la proximité, la nouveauté, l'importance, ou alors il y a des choses qui vont rentrer en jeu comme l'idéologie ou des choses comme ça? Je suis très content que vous me posiez la question, Mamadou. L'idéologie est partout. Bon, là, c'est le prof de sciences sociales qui embarque, là. Mais il y a même les critères dont je viens de vous parler, ils sont profondément idéologiques. C'est quoi l'importance? L'importance, vous pouvez trouver qu'une chose est très, très importante, je peux trouver complètement le contraire, et ça va dépendre des cadres, pardonnez-moi, ça va dépendre des cadres intellectuels dans lesquels on évolue, vous et moi. D'accord. Mais plus encore, oui, l'idéologie a une importance et je vais vous répondre très précisément. Les médias adhèrent à une vision libérale de la société en général. Là, je parle de la société canadienne et je parle des médias au Canada. On parlerait des médias en Europe, on parlerait des médias en Afrique, on aurait une autre discussion sur les médias. Mais si je parle des médias canadiens, considérez d'abord et avant tout que leur pensée, leur cadre idéologique de base, c'est le libéralisme. Et c'est une doxa libérale. Hein? C'est pas de fins intellectuelles et des philosophes de haut niveau, là. Les médias vont avoir comme approche l'idée des libertés individuelles, l'idée du droit à l'expression de tout le monde,
la volonté de fonctionner au sein du système politique tel qu'il fonctionne avec ses représentants, l'importance accordée à la hiérarchie, aux dirigeants, tous ces éléments-là sont extrêmement présents dans leur tête. Et c'est ce qui conditionne, balise ce qu'ils considèrent comme important ou accessoire. Donc oui, tout à fait, la question de l'idéologie est prégnante dans les médias, mais bien sûr, quand vous allez poser la question à des journalistes, ils vont vous dire qu'ils sont bien au-delà de toute idéologie et qu'ils agissent dans la plus pure objectivité. Évidemment. Je vois qu'il y a d'autres questions. Là, je ne vois pas toujours tout, mais je crois qu'il y a Daniel Yunga en premier. Oui, c'est Daniel, oui. Alors, Oui, moi, je vous j'aurais une écoute. question. J'aimerais savoir pour qu'une nouvelle soit relayée par les médias, est-ce qu'elle doit rencontrer tous les critères qu'on vient de voir ou bien seulement certains d'entre eux? Je les ai mis en... Non, ils ne doivent pas rencontrer tous les critères. Première réponse. Lesquels sont les plus importants? La nouveauté est fondamentale. Si ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une nouvelle. Donc, ce ne sera pas dans le journal. Deuxièmement, la question de la proximité est vraiment déterminante. Si vous parlez de quelque chose qui se passe très, très loin, il y a ce concept qu'on appelle en études critiques des médias la mort kilométrique. C'est un concept d'un cynisme terrible, mais je vous le partage néanmoins. C'est de dire que plus vous êtes loin, moins les morts valent quelque chose. Donc, s'il y a un mort dans le quartier où le média est publié, vous allez en entendre parler même si c'est juste une personne. S'il y a 200 morts dans une ville très, très lointaine, vous n'en entendrez probablement pas parler parce que ça a moins de valeur pour ce média-là. Donc, la question de la nouveauté et de la proximité sont fondamentales parce qu'ils sont excluantes. Ce n'est pas tellement qu'elles sont plus importantes dans les faits, c'est que les médias se servent de ça pour exclure un ensemble de nouvelles. Après ça, le critère déterminant, une fois que vous avez dit oui, c'est nouveau, oui, c'est assez proche, le critère déterminant, c'est l'importance. C'est ce qu'on appelle l'intérêt public. Et sur cette question d'intérêt public, je reviens à ce que Mme Adou soulevait. C'est une vision de ce qui est l'intérêt public, c'est-à-dire une vision qui est ancrée dans une certaine idéologie qui prend la décision. Voilà, je vois Sylvie qui avait une question aussi. On ne vous entend pas, madame, votre micro est fermé. Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir dans quelle mesure, c'est très intéressant ce que vous dites, mais dans quelle mesure vous pensez que ça vaudrait la peine pour une communauté qui est préoccupée par des changements qui vont avoir lieu, d'avoir accès aux médias pour influencer les décisions d'un niveau gouvernemental, soit municipal, provincial ou fédéral? Dans quelle mesure les médias peuvent appuyer la communauté? Je ne répondrai pas au complet à votre question parce que je pense que je vais y répondre à mesure de ma conférence, mais je réponds un petit bout. Les médias vous appuieront à peu près jamais volontairement, sauf si vous avez un média propre à votre communauté. Et je vais revenir à cette question-là. Et généralement, ça va être un média de plus petite dimension dans ce cas-là. Mais cela dit, il est extrêmement important, si vous voulez avoir un impact sur les décideurs de votre communauté plus large, que ce soit la province, que ce soit la ville, peu importe, de faire appel aux médias pour pouvoir apparaître dans l'espace public. Donc, la formation que je vous donne aujourd'hui, je la fais en ayant en tête, puis vous faites bien de me rappeler à l'ordre, je la fais en ayant en tête que oui, c'est important d'interagir avec les médias et que ça vous permet de prendre une certaine place. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous dire comment on fait pour interagir avec les médias. Merci de votre question, ça m'aide à mieux cadrer ma présentation. J'ai vu qu'il y avait des éléments dans le chat. Ah, OK, je pense que ça va. C'est des gens à qui j'ai déjà répondu, donc j'avance. Je vais aller sur la question des petites organisations dans lesquelles vous êtes probablement tous et toutes impliqués. Les médias, généralement,
se nourrissent, vont chercher des nouvelles dans ce qu'on appelle les sources officielles. Les sources officielles, c'est les gouvernements de tous ordres, les grandes entreprises, les grosses organisations qui sont reconnues. Donc, ça, c'est leur quotidien. Les petites organisations existent dans les médias et les médias peuvent faire appel aux petites organisations, mais elles ont un rôle plus satellitaire, plus périphérique, mais elles sont importantes généralement à deux égards. Un, elles ont un accès direct au terrain. Et ça, c'est un élément qu'il faut conserver dans votre tête. Vous avez cette carte avantageuse-là face aux médias de dire que vous connaissez des gens qui vivent telle réalité et vous pouvez leur donner accès à ces gens-là. Donc ça, c'est un élément qui est très prisé par les médias parce que ça renforce le caractère de véracité des nouvelles quand vous avez des gens qui sont émergents du terrain. Ensuite de ça, deuxième élément que vous pouvez avoir, c'est l'accès à des informations de niveau terrain qui sont exclusives. Par exemple, vous, à cause de votre rôle comme organisation, vous avez accès à des décisions de la municipalité ou à des façons que certains décideurs ou certains fonctionnaires ont de traiter avec la population. Et ça, c'est des choses que les médias ne savent pas autrement. Donc, vous pouvez leur apporter ces informations-là. Donc, information exclusive d'un côté et accès au terrain de l'autre sont les éléments que vous pouvez mobiliser. Moi, je suis persuadé que, et là, ça me relie à la question de Mme Faulkner de tantôt, c'est que les petites organisations peuvent tirer leur épingle du jeu dans le monde médiatique, mais il faut comprendre comment ce monde-là fonctionne. Je vous ai donné déjà quelques éléments dans la machine à prioriser, mais on va arriver avec les outils puis comment les utiliser. Et ça ne demande pas vraiment de frais, en fait. Les relations publiques, souvent, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais ça ne demande pas nécessairement beaucoup de dépenses en soi. Ça ne demande pas des grandes ressources, sauf du temps et de l'investissement. Ça, des fois, ça peut vouloir dire des ressources parce qu'il faut mettre une personne pour le faire, là. Mais voilà le point de départ. J'ajoute une deuxième diapositive qui va peut-être vous déprimer un peu. C'est la question des minorités linguistiques et des médias. C'est jamais facile, je vais le dire d'emblée, la question de la représentation des minorités linguistiques au sein des médias de la majorité, entendons-nous. Je reviendrai aux médias spécifiques à la minorité ensuite. Mais au sein des médias de la majorité, la préférence va toujours être d'aller parler à ce que j'appellerais le ou la représentant officiel de la minorité. Donc, la personne qui peut parler au nom de toute la minorité. Ce qui est très bien pour cette personne-là, mais ce qui fait que la diversité des voix de cette minorité est rarement entendue. On va se concentrer sur un canal de communication et ça va pas mal s'arrêter là. Il y a donc les petites organisations de minorités linguistiques subissent donc ce que j'appellerais un double désintérêt. C'est-à-dire que d'un côté, ce sont des petites organisations qui sont relativement satellitaires dans le monde social, mais en plus, elles font partie d'une minorité linguistique qui a une barrière langagière qui est toujours sur le dos de la minorité. C'est toujours la minorité qui a la responsabilité de lever la barrière de langage. Les médias ne vont pas faire l'effort d'avoir des gens qui parlent la langue de la minorité pour pouvoir entrer en contact. C'est très, très rare. Le Code du Canada est très spécifique parce qu'on a 2 langues officielles. Il y a donc des obligations de la part de certains médias, en gros du média public, d'avoir des antennes de la 2e langue officielle. Mais c'est vraiment un cas d'exception dans le monde en général. Mais en plus, ça ne veut pas dire que le service est toujours bon, puis ça ne veut pas dire que la compréhension est toujours là, mais ça, vous pourrez en parler probablement bien mieux que moi. Il y a une exception, bien sûr, c'est les médias, et ça me permet justement de faire la transition, c'est les médias de la langue de la minorité. Généralement, l'enjeu avec ces médias-là, c'est leur fragilité, autant en termes organisationnels qu'en termes de résonance. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une bonne résonance au sein même de la minorité, mais au sein
de la population majoritaire, ils sont généralement moins écoutés. Voilà pour ces deux précisions que je voulais faire pour nous dire que c'est dans cet esprit-là qu'on rentre. Je ne fais pas ces précisions-là pour vous décourager, entendez-moi bien, mais l'objectif est quand même d'avoir conscience de quelle situation est celle des petites organisations en situation de minorité linguistique face aux médias. Ça n'empêche pas d'agir, ça n'empêche pas d'avoir des bons résultats et ça n'empêche pas non plus d'avoir une capacité d'être originaux, d'être surprenants dans nos façons de faire des relations publiques. Je continue et je pense aux outils de base des relations publiques. Évidemment, là, considérant le temps qui m'est imparti, et on a déjà fait une demi-heure, parfait, c'est à peu près ce que j'avais pensé. Considérant le temps qui m'est imparti, je dois me limiter en termes d'outils. Je vais en prendre 5, qui sont les 5 outils que tous les relationnistes utilisent, mais bien sûr, il y en a plus que ça, et il y en a des plus subtils et des plus fins. On pourra y venir dans la période de questions si vous en avez. Alors, allons-y tout de go avec la question du communiqué de presse, qui est probablement l'outil que vous connaissez d'emblée, même sans en avoir jamais fait ou entendu parler ou tout ça, ou en avoir lu vous-même. Le communiqué de presse, c'est le symbole du relationniste. Hein? C'est ce qu'on manipule quand on fait des relations publiques. À quoi ça sert? C'est quoi ça, un communiqué de presse? Un communiqué de presse, c'est tout simplement une façon pour une organisation de dire quelque chose, de transmettre une information aux médias. Donc, vous avez quelque chose à dire. Vous voulez annoncer, tantôt je vous parlais des résultats d'un concours, très bon exemple, vous voulez annoncer les résultats d'un concours, c'est une nouvelle, hein? Il y a quelqu'un qui a gagné un concours, vous allez remettre un prix, etc. Donc, vous voulez annoncer ça, eh bien, vous pouvez émettre un communiqué de presse. Je vais en parler de 2 façons. D'abord, le contenu du communiqué de presse, vous voyez, c'est les 4 sections que je vais aborder tout de suite, et ensuite, je vais parler de la diffusion du communiqué de presse. Ce sont 2 choses distinctes. Allons-y, commençons par le contenu. Un communiqué de presse, c'est extrêmement formaté. Donc, un communiqué de presse, c'est quelque chose qui est fait de la même façon par les relationnistes depuis des temps immémoriaux. Non, c'est pas si vieux que ça, mais ça fait quand même plusieurs décennies qu'on écrit tous et toutes, les relationnistes, nos communiqués de presse de la même façon. Et ce formatage-là, uniforme, facilite les rapports avec les médias parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre où. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre le communiqué, le penser, le skimmer, comme diraient nos amis anglophones. Ils peuvent passer à travers très rapidement et trouver les informations dont ils ont besoin. Et honnêtement, vous, comme relationniste, c'est ça que vous voulez. Vous voulez que les journalistes prennent votre communiqué et rapidement disent « Ah, ça, c'est une information importante, je veux la conserver. » Excellent. Donc, comment vous faites ça? Vous obéissez à la norme de construction d'un communiqué qui n'est pas très exigeante en termes de format, mais qui est toujours la même. Il y a 4 sections qu'il faut garder en tête et une couple d'autres éléments que j'ajouterai ensuite sur le format. D'abord, tout communiqué a un titre. Et le titre n'est pas « communiqué de presse » ou « pour diffusion immédiate ». Ceci n'est pas un titre. Vous pouvez marquer « communiqué de presse » puis « pour diffusion immédiate » sur votre communiqué si vous voulez, mais ce n'est pas un titre. Vous avez besoin d'un autre titre. Le titre a une grande qualité. Parmi toutes les qualités que peut avoir un titre, sa plus grande est toujours sa brièveté. Le titre doit être court. Et, deuxième grande qualité qu'il doit avoir, il doit contenir toutes les informations essentielles. En fait, il doit contenir l'information la plus importante que vous voulez transmettre. Mais on doit la comprendre au complet en lisant le titre. On doit se dire, c'est ça qui est important, c'est ça qui est à retenir. Et là, je dis ça, ça a l'air facile comme ça d'écrire un titre avec l'information la plus importante. Eh bien, détrompez-vous, c'est toujours le moment le plus difficile d'écriture, c'est le titre. C'est toujours
parce que c'est un moment de synthèse extrêmement exigeant où vous devez dire quelque chose de très coup de poing, de très clair, mais en même temps où vous devez avoir une approche où on vous comprend. Et là, il y a un risque pour les petites organisations. C'est les abréviations. Souvent, nos organisations ont l'impression qu'elles vivent dans un monde où tout le monde connaît les noms d'organismes autour desquels ils gravitent. C'est souvent pas vrai. C'est souvent des histoires qu'on se raconte. Et si vous faites un titre avec trois abréviations de noms d'organismes, un à côté de l'autre, que les médias ne connaissent pas, vous avez déjà perdu leur attention. Donc, préférez dans le titre, si vous n'êtes pas sûr qu'on connaît votre organisation, utilisez votre nom au long, même si ça prend un peu de place, parce que vous voulez qu'on comprenne. Si vous vous dites, moi je suis connu comme Barabas dans Passion, il n'y a pas de problème, tout le monde reconnaît mon nom partout, tant mieux pour vous, utilisez votre abréviation. La SAQ au Québec, la Société des alcools du Québec, n'a pas besoin d'écrire la Société des alcools du Québec pense que dans son titre. La SAQ, tout le monde voit ça tous les jours sans problème. Si la LCBO en Ontario, pas non plus ce problème. Tout le monde sait c'est quoi. Mais il y a plein d'organisations qui pensent que leur acronyme est connu, il ne l'est pas. Donc, le titre, je répète, bref, qui tient généralement en quelques mots, 7, 8, 9 mots, une dizaine de mots maximum, et qui contient le cœur de ce que vous voulez dire. On devrait pouvoir lire votre titre et comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe. Ensuite, arrive ce qu'on appelle le lead. C'est un terme repris du monde du journalisme. En français, on utilise le chapeau ou l'amorce. Le début du texte, c'est après le titre le moment le plus important. Vous mettez dans l'amorce, généralement une amorce, c'est 2 phrases. Ce n'est pas vraiment plus que ça. Vous pouvez vous rendre à 3 là, dans vos journées excessives, mais en général, vous vous dites en 2 phrases l'entièreté de la nouvelle. Vous répétez les éléments qui sont dans le titre. Bien important. Vous ne considérez pas que le titre a déjà été lu et que vous n'avez pas à répéter ce qui est là. Non, vous redites les éléments du titre, pas nécessairement de la même façon, mais vous retransmettez la même information. Et en général, on s'attend à ce que le lead réponde à 5 questions, ou au moins 4 sur les 5. C'est les 5 questions de base du journalisme, ce qu'ils appellent en anglais les 5 W. Qui, quoi, quand, où, pourquoi. Vous devez avoir ces 5 questions-là répondues dans les 2 premières phrases du texte. Donc, ça demande d'écrire d'une certaine façon. Et ça demande surtout de vous extirper de la façon que vous avez d'écrire habituelle, qui est généralement de façon chronologique. Quand vous racontez une histoire, par exemple, que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs, vous commencez par dire, bon, mettons que je raconte la conférence que j'ai donnée avec vous aujourd'hui à ma copine ce soir, je lui dirai, bon, j'ai été donner une conférence à la FO, je me suis connecté, j'ai rencontré des gens très sympathiques, ensuite j'ai donné ma conférence, on a eu des questions, et puis il y a cette personne qui m'a posé telle question très drôle. Ça, c'est la façon habituelle de raconter une histoire. Ce n'est pas la façon des relations publiques. Vous commencez par dire « Quelqu'un m'a raconté une histoire très drôle. Ça s'est passé alors que j'étais à la FO et que je donnais une conférence. » Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le processus de la pyramide inversée. Vous commencez par la nouvelle et vous racontez le contexte ensuite. Donc, ce qui vient au départ, c'est ce qui est important, ce qui est nouveau, vous allez voir, c'est les mêmes critères. Hein? C'est d'ailleurs à partir de ces critères-là qu'on évalue si on va diffuser la nouvelle dans votre communiqué de presse. Donc, pensez aux journalistes. Est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça se passe proche des nouvelles qu'ils couvrent? Répondez à toutes ces questions-là dans votre lead en répondant aux 5 questions dont je vous parlais. C'est qui, c'est quoi, comment, où et pourquoi.
pour répondre à ces questions-là, puis ayez en tête les critères qui vont faire qu'on vous choisit et vous êtes en mesure d'avoir un lead qui a du bon sens. Là, ensuite, arrive le reste du communiqué de presse. Et en bon relationniste, mon premier réflexe, et ce n'est pas vrai, bien sûr, hein, entendez-moi bien, mais mon premier réflexe, c'est de vous dire, le reste, on s'en fout. Et on ne s'en fout pas. Mais si vous avez eu un bon titre et un bon lead, vous avez fait 85% de votre job. Le reste du communiqué, il est là pour appuyer ce que vous avez fait au début. Donc, le corps du texte sert à mettre davantage de contexte, à donner des éléments supplémentaires qui peuvent appuyer ce que vous avez dans le livre. Il n'y a pas de nouveauté, là, il n'y a pas de surprise, il y a pas de, vous ne sortez rien d'un chapeau dans le reste du texte. Vous nous donnez des éléments qui viennent appuyer ce qui a déjà été dit et vous mettez des citations qui peuvent être utilisées par les médias pour rendre leur texte plus vivant. Vous pouvez soit, il y a plein de gens qui agissent différemment là-dessus, vous pouvez l'intégrer dans le corps du texte et avoir des citations de vos porte-paroles. Je reviendrai à la question des porte-paroles dans un instant. Ou bien, vous pouvez avoir une section, le gouvernement fait beaucoup ça maintenant, mettre une section citation et puis là, donner des citations des principaux preneurs de parole lors de l'événement médiatique. Donc ça, rendu là, c'est vraiment davantage en appui. Évidemment, vous gardez les mêmes critères en tête. Vous amenez des éléments qui vont favoriser le fait que les journalistes reconnaissent que c'est d'intérêt public, reconnaissent que c'est des éléments qui sont nouveaux et reconnaissent que c'est quelque chose qui concerne la population qui sert, donc la question de la proximité. Voilà pour le communiqué. Évidemment, je pense à travers le communiqué, là, je vous ai fait ça en 10 minutes. C'est sûr que apprendre à faire un communiqué de presse, en théorie, ça prend plus que 10 minutes, mais vous avez les éléments essentiels que si vous êtes mal pris un jour, que vous n'avez jamais rien fait de communiqué de presse dans la vie, bien, au moins vous avez les éléments les plus importants pour en faire. Y a-t-il des questions sur le communiqué? Je vois qu'il y en a une. Oui, Daniel, je vous écoute. Alors, moi, j'aurais deux questions rapidement. La première, j'ai vu que vous avez insisté sur le titre, donc c'est important le titre. Alors, j'aimerais savoir, vous nous suggérez d'écrire le titre avant, au début, ou bien d'abord d'écrire le communiqué, après de chercher un titre vraiment adéquat? La première. La deuxième question, c'est est-ce que la section citation est indispensable? Donc, dans tout communiqué, il faut qu'il y ait les citations. Merci. Je réponds à la deuxième qui est la plus facile. Oui. Les journalistes s'attendent à avoir des citations de vos porte-paroles dans un communiqué, tout à fait. Ne pas en avoir, c'est vous tirer dans le pied. C'est une mauvaise idée. Mettez des citations. Première question. Bon, il y a des éléments qui relèvent de vos propres habitudes d'écriture pour répondre à votre question. Il y a des gens qui préfèrent commencer par le titre, il y a des gens qui préfèrent aller vers la fin. Une chose est certaine, si vous avez commencé par le titre, après avoir écrit votre communiqué, relisez votre titre à la lumière de ce que vous venez d'écrire et voyez si ça marche encore. Des fois, c'est la meilleure façon de commencer par le titre parce que ça vous donne l'angle que vous voulez amener dans votre travail. En communication, puis en relations publiques, on parle d'une notion. Je n'ai pas voulu entrer là parce que j'ai trop peu de temps. On appelle ça on va en parler avec les porte-paroles, on appelle ça des lignes. Quand on fait un communiqué de presse, quand on fait une sortie de presse, on pense à certains grands arguments qu'on veut amener dans l'espace public. Bien, le titre, généralement, c'est votre première ligne, c'est la grosse affaire que vous avez à dire. Donc, des fois, c'est bon de l'avoir écrit en premier parce qu'après ça vous dirige pour tout le reste du communiqué. Mais des fois, vous avez besoin de travailler votre communiqué pour ensuite faire émerger le titre en disant, bien, à force de l'écrire, je me rends compte que la bonne ligne, c'est celle-là, et vous l'amenez là. Chose certaine, je le redis, révisez à la fin, quand vous avez écrit votre communiqué, révisez votre titre, il n'était peut-être pas si bon que ça, ou il y a peut-être moyen de l'améliorer. Sylvie, vous aviez une question, je vous écoute. Oui, alors, ma question, c'était comment est-ce qu'on peut, moi, je n'ai pas fait de communiqué de presse, est-ce que
si je voulais rejoindre les médias, comment est-ce que je saurais comment faire ça? Est-ce que c'est facile de dire, bon, je sais que j'ai tel journal en tête, tel poste de télévision. Comment est-ce que je trouve les personnes clés? Vous me faites plaisir, Sylvie, vous me devancez toujours dans ce que je veux vous dire. J'allais justement sur la diffusion du communiqué de presse. Allons-y donc, votre question m'y invite. La chose la plus précieuse que possède un relationniste, et je vais y revenir tantôt, c'est son carnet de contacts. Donc, évidemment, quand vous commencez, quand c'est la première fois que vous faites ça, la première chose à faire, c'est essayer de voir c'est qui les médias à qui vous pouvez parler et qui pourraient s'intéresser à ce que vous dites. Généralement, sur le site web de tous les médias, vous allez trouver une adresse générale ou même une adresse spécifiquement faite pour les communiqués de presse, où vous pouvez l'envoyer. Le premier travail à faire, quand vous êtes en débroussaillage, admettons que vous venez d'être embauché dans une nouvelle organisation, puis vous avez la responsabilité de faire des communications, vous ne connaissez pas du tout le lieu où vous êtes embauché, vous dites, très bien, j'aimerais parler à des médias. Bien, vous procédez à des recherches pour voir c'est quoi les médias qui existent dans votre communauté, un peu plus largement, au niveau national, au niveau régional, et vous allez recueillir sur leur site web les adresses courriels auxquelles vous pouvez envoyer des communiqués. Ça, c'est le travail numéro 1. Le travail numéro 2, c'est de repérer les journalistes qui travaillent sur les dossiers que vous trouvez importants. Et ça, c'est beaucoup plus important parce que vous devinez bien que dans les boîtes courriels génériques où tout le monde envoie ses communiqués, des communiqués, il y en a un puis un autre. Tandis que les journalistes qui couvrent les choses qui vous intéressent, eux reçoivent un nombre plus petit de communiqués de presse et peuvent parler à leur affectateur en disant « Ah, j'ai reçu ça de tel organisme, j'aimerais ça aller découvrir, etc. » Et une fois qu'ils vous ont couvert, quand c'est arrivé, là, vous avez eu une relation avec cette personne-là, vous gardez non seulement son courriel, mais son numéro de téléphone précieusement pour la prochaine fois, non pas seulement lui envoyer, mais lui passer un petit coup de fil pour lui dire « Je t'ai envoyé un communiqué, on trouve ça vraiment important. » Et là, vous allez dire bon, « Là, je vais le déranger. » Non, non, non. C'est votre travail. Le travail du relationniste, c'est de déranger des journalistes. Donc, il ne faut pas se gêner pour donner un coup de fil aux gens qu'on connaît et qu'on a rencontrés pour leur parler de ce qu'on fait. Puis, ils sont tout à fait habitués à faire ça. Ils ne sont pas toujours polis, ils ne sont pas toujours agréables, mais ça fait partie de la vie. Mais s'ils ne trouvent pas ça intéressant, vous allez le savoir assez vite et vous pourrez passer au prochain appel. Ça prend, il faut se déjeuner un peu, mais en général, ça se fait assez bien. Donc, ce dont je suis en train de vous parler là, c'est la constitution de ce qu'on appelle dans le métier une liste média. C'est-à-dire une liste de contacts médias que vous allez utiliser pour le reste de votre travail de relations publiques. Il y a une autre façon de fonctionner. C'est d'envoyer ces communiqués de presse à ce qu'on appelle le fil de presse. Au Canada, il y a une organisation qu'on appelle CNW, qui s'appelle maintenant Newswire, qui a changé de nom à peu près 10 fois dans les dernières années, qui fait ça, qui diffuse des communiqués de presse officiels à tous les médias. Le seul enjeu, c'est que cette organisation, qui est un monopole, coûte extrêmement cher. La dernière fois que j'ai publié sur Newswire, c'était 65 cents le mot. Ça vous donne une idée du prix que ça peut coûter. Là. Il faut que vous vous attendiez à dépenser pour un communiqué un 700 ou 800 $, certainement, pour une diffusion. Un communiqué, d'ailleurs, ça me permet, parlant de prix au mot, de vous parler de la dimension d'un communiqué. Si vous n'êtes pas capable de finir votre communiqué après 300 mots, 350, vous avez un problème. Probablement qu'il y a plus qu'une nouvelle dans ce que vous voulez dire, ou probablement que vous n'êtes pas en train de parler d'une nouvelle. Donc, révisez votre communiqué, recentrez-vous, recentrez-le sur la nouvelle, mais 300, 350 mots, ça devrait faire le travail, en théorie. Évidemment, plein d'organisations font des communiqués beaucoup plus longs que ça, mais plein d'organisations font des mauvais communiqués dans la vie. Donc, fiez-vous sur moi, 300, 350 mots, c'est à peu près l'objectif que vous devriez avoir en tête. Je continue parce que le temps avance. La convocation de presse. Ce n'est pas très populaire ces temps-ci, les convocations de presse. La convocation de presse, c'est quand vous voulez que des journalistes viennent à un événement. Bon,
Vous allez me dire, en pleine pandémie, ce n'est pas ce que je fais le plus. D'accord. Mais peut-être qu'un jour, on va s'en sortir de cette pandémie et que vous voudriez à nouveau faire des événements où vous invitez des gens. Dans ce cas-là, une convocation de presse, c'est un encore plus petit objet en termes de taille de texte qu'un communiqué. C'est un mémo, une invitation. Généralement, ça va comme suit. Vous avez un titre qui commence par le mot invitation ou convocation, 2 points, et vous avez un événement. Ou bien c'est un événement public, vous dites convocation pour le lancement du festival de la botte de cow-boy de telle place, ou bien vous avez un événement médiatique, invitation de point, conférence de presse de monsieur machin ou de madame truc à tel endroit. Donc ça, c'est le titre. Ensuite de ça, vous avez une ou deux phrases qui dit « Les médias sont conviés telle date, telle heure, à tel endroit, pour entendre monsieur machin ou madame truc qui parlera de tel sujet. » De tel sujet, genre 3 mots, là, qui va s'adresser aux médias à propos de la gestion de la ventilation dans les écoles. Point. Vous ne dites pas la nouvelle. Hein? Vous comprenez bien que si vous dites la nouvelle dans la convocation, ils ne viendront pas à l'événement. Ils vont déjà avoir la nouvelle. Vous voulez qu'ils viennent pour l'entendre. Donc, vous leur dites rapidement le propos de la conférence de presse et vous les invitez. Ensuite, vous réécrivez un petit paragraphe qui dit lieu 2 points, le lieu, date 2 points, la date, l'heure et les personnes qui vont prendre la parole, juste pour qu'ils le voient bien. Hein. Pensez toujours que les médias sont confrontés à une quantité effroyable d'informations. Votre objectif, quand vous leur écrivez, c'est de leur donner l'information précise qu'ils veulent avoir et surtout celle que vous voulez qu'ils aient. Et donc, s'il faut le répéter ou l'encadrer ou le mettre plus gros et tout ça, vous le faites pour vous assurer qu'ils comprennent bien ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ça c'est la convocation de presse. Je ne vois pas qu'il y a de questions pour l'instant, donc je continue d'avancer. L'outil le plus important, je vous en parlais tantôt, des relationnistes, c'est le réseau de contacts. Ça, il n'y a pas de mystère, puis ça va bien au-delà des relations de presse, mais je vais me concentrer sur les relations de presse pour l'instant. Vous allez avoir de la bonne couverture de presse à partir du moment où vous allez avoir des relations avec des journalistes. Quand vous êtes capable de leur parler, quand vous êtes capable de les convaincre, quand vous savez quels sont les arguments qui convainquent ce journaliste-là et pas cet autre, quand vous commencez à avoir des relations avec des gens qui sont journalistes, mais qui ne font pas de l'actualité, qui font par exemple de la chronique, et que vous pouvez leur dire « Ah, ben vous voyez, il y a ce problème-là qui est très important », et que vous pouvez leur donner un angle de compréhension des événements qu'ils peuvent écrire dans leur chronique et qui va dans le sens de ce que vous voulez faire. Eh bien là, vous commencez à avoir un vrai travail de relations publiques qui se fait. Mais ça, il n'y a pas de secret. En fait, il y a 2 secrets. Un, c'est le temps. Puis ça, ben, si vous débarquez et que vous commencez, ben, vous n'avez pas eu de temps. Fait que ça va prendre un certain moment avant d'avoir un bon réseau de contacts. Deuxièmement, le grand secret, c'est parler au monde. Vous ne pouvez pas faire un job de relations publiques sans vous mettre vous-même en rapport puis en contact avec des gens. Ça fait partie de la game. Ça s'appelle relations publiques. Je veux dire, les 2 mots le disent. Là. Ça serait difficile d'être plus clair que ça. Là. Il faut établir des relations et elles se pensent dans le domaine public, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas compter. Si vous êtes très timide dans la vie, si vous avez peur d'approcher les gens, si vous n'aimez pas ça parler au téléphone, si vous n'aimez pas ça écrire des emails, etc., vous n'avez peut-être pas pogné la meilleure tâche dans votre équipe si vous êtes responsable des relations publiques. Parce que la job, c'est pas mal ça. Et au fur et à mesure qu'on développe la relation, les relations qu'on fait avec les personnes, eh bien, on développe des liens de confiance et les gens, à partir d'un certain moment, n'ont plus besoin, c'est pas qu'ils vérifient plus ou c'est plus qu'ils sont plus prudents,
c'est qu'ils ont confiance dans le type d'information que vous apportez. Et même des fois, prennent le téléphone puis vous appellent en disant « Ben nous, on aimerait savoir ce que vous pensez de cet élément-là, alors que vous n'avez rien demandé. » Et ça, c'est un travail de longue haleine, de développement de rapports, qui peuvent, et c'est toujours un peu comme ça, qui peuvent s'établir à divers niveaux. Ils peuvent rester strictement professionnels, mais évidemment, s'il y a une sympathie qui se développe et que une chose n'attend pas l'autre, bon, vous allez prendre une bière, vous allez discuter sur un ton plus personnel avec les journalistes, bien évidemment, ça ne nuit pas d'avoir des gens qui se considèrent comme proches ou sympathiques de vous dans des relations avec des journalistes. Ça permet d'avoir de la couverture. Voilà, je continue d'avancer parce que le temps, lui, n'arrête pas. Je voulais vous parler des réseaux sociaux. C'est comme la version virtuelle de ce que je viens de dire à propos du réseau de contacts, mais c'est aussi moins efficace. C'est-à-dire une bonne présence sur les réseaux sociaux, une activité constante puis régulière, ça démontre que votre organisme est bel et bien en vie. 2, ça a pour effet que vous semblez être producteur de nouvelles, de choses qui se passent, etc. Et les journalistes vont dire « Ah, ben, je vais suivre ça. » Admettons, un journaliste qui commence dans une région, va voir le site. Tiens, je vais prendre l'AFO, c'est facile comme c'est mes autres. Ben, va voir le Facebook de l'AFO, voit qu'il se passe des choses, se dit « Bon, il faut que je couvre la communauté franco-ontarienne, je vais suivre ce que les autres font. » Et il peut y arriver, et moi, ça m'est arrivé, très simplement, là, où vous mettez sur votre page Facebook un commentaire à propos d'un article qui vient d'être publié, et des journalistes vous appellent pour dire « Hey, vous avez fait ce commentaire-là sur votre page Facebook, seriez-vous prêt à le faire en nombre? » Bien, évidemment, la réponse, normalement, devrait être « Ben, oui, je suis tout à fait disponible pour le faire en nombre. » Mais c'est exactement le genre de situation qui peuvent se produire. Et bien sûr, ça aussi, ça demande du temps. Ça demande énormément de temps, nourrir le Tamagotchi infini qui est Facebook ou Twitter ou autre truc du genre. Vous devez constamment mettre des choses là-dedans, mais en même temps, du point de vue des relations publiques, ça paye, ça permet que vous ayez une vitrine publique auquel les gens peuvent se référer. Par ailleurs, là, je sors un peu de mon truc, mais ça vous permet aussi de faire un maintien avec vos membres. Parce que sur votre Facebook, ben, vous avez la vie de votre organisation qui est là. Donc, ça vous permet de faire d'une pierre deux coups. Ce n'est pas une mauvaise chose. Comme on arrive à la fin de ma présentation, je veux juste faire un petit aparté sur les porte-paroles. Il est toujours une bonne idée au sein d'une organisation qui a des volontés d'aller dans l'espace public. Certaines organisations n'ont pas cette volonté-là et c'est tant mieux. Là, puis, tout le monde n'a pas besoin d'aller dans les journaux. Là. Mais quand on a une organisation qui veut aller dans l'espace public, je pense qu'on peut il est une bonne idée de désigner une personne, une ou deux personnes, je n'irai pas plus que deux, qui sont les personnes qui vont y aller, qui vont aller prendre la parole au nom de l'organisation. De préférence, ce n'est pas la personne qui fait les relations publiques. De préférence, vous séparez les deux rôles. Pas parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit, ce n'est pas tellement ça. C'est parce que c'est bon d'être deux. Une personne qui prend la parole et l'autre qui écoute et qui est capable de commenter, qui est capable de faire des suggestions d'amélioration après qu'on ait fait une entrevue, après qu'on ait fait une prise de parole dans une conférence de presse commune, par exemple, ou après qu'on ait fait un événement où on prend la parole sur le stage, ben c'est bon d'avoir quelqu'un qui est en bas ou qui est à la maison puis qui écoute et qui peut nous dire « ça a marché, ça, on a bien passé notre ligne, ça a moins bien marché, on pourrait le reformuler comme ça. » C'est un travail qui se fait toujours à deux. Quand on est en train de le faire, on ne s'écoute pas. On essaie de se débrouiller pour que ça aille bien. Mais on s'écoute très peu. On est beaucoup à l'écoute des autres pour pouvoir mieux réagir. Donc, d'avoir quelqu'un qui est à notre écoute et qui le fait, ça aide. Deuxièmement,
Quand on se réécoute après coup, ce qu'il faut toujours faire, hein, avec des porte-paroles, quand vous avez des porte-paroles qui vont dans des entrevues médiatiques, vous les reprenez après, vous vous asseyez ensemble, puis vous réécoutez l'entrevue. La plupart des porte-paroles détestent ça, hein, parce que tout le monde déteste s'entendre parler à la radio, se trouve pas bon, etc. Raison de plus pour qu'il y ait quelqu'un d'autre. Parce que généralement, on a un regard sur nous qui est complètement biaisé. Hein? Bon, il y en a quelques-uns qui se trouvent très bons dans tout, mais pour la plupart des gens, c'est souvent qu'on est très, très critique face à nous-mêmes, souvent beaucoup trop critique. Et généralement, ça va bien. Dernière chose, pour les médias, dans la tête des médias, dans le format des médias, les porte-paroles et les relationnistes, c'est deux choses. Les relationnistes, c'est les gens avec qui ils travaillent au quotidien sur des questions techniques et d'organisation du transfert de l'information. Puis les porte-paroles, c'est la voix de l'organisation. Donc, pour eux, c'est deux mondes différents. Si vous faites les deux, ça envoie aussi un message sur la nature de votre organisation. Vous dites en gros que vous avez très peu de moyens et que vous devez faire tout en même temps. Quelqu'un qui est en citation dans un communiqué puis est la signature du communiqué avec le numéro de téléphone à qui appeler, ça donne une drôle d'impression. Et donc, je vous recommande d'avoir les deux, un relationniste ou une relationniste, un porte-parole ou une porte-parole. Voilà, je termine avec cette petite conclusion. 4 éléments importants à retenir, me semble-t-il. Les médias priorisent. Ils priorisent à partir des critères dont je vous ai parlé. Gardez-les en tête. Deuxième chose, les petites organisations et les minorités linguistiques sont rarement la priorité des médias. Mais, troisième chose, elles peuvent se distinguer par la nouvelle et par le terrain et les mettre au centre du rapport avec les médias. Et je vous invite à faire ça dans votre travail. Puis, ensuite, les outils sont importants à maîtriser. Bien sûr, c'est très utile, mais ce qui compte d'abord et avant tout, c'est les réseaux. C'est les gens que vous connaissez. Et ça, développer des réseaux, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'argent, mais ça demande du temps, ça demande de l'investissement et de l'énergie. Ça, c'est absolument certain. Et ça, il faut le garder en tête. Je vous remercie. Je vous donne 2 adresses courriels si vous avez d'autres questions sur ce qui a été fait, mais on va prendre des questions de toute façon maintenant. Mais je vous donne mon adresse courriel. Je vous donne aussi celle de l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, dont la directrice est avec nous aujourd'hui, mais qui a un pôle d'animation très intéressant. Hein, si vous avez besoin de gens pour faire de l'animation dans vos assemblées, dans vos réunions, faire de la médiation, des choses comme ça, notre pôle d'animation peut vous intéresser peut-être. Alors, je vous laisse l'adresse courriel du pôle d'animation de l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, qui est à l'Université Saint-Paul lui aussi et dont je suis membre. Voilà, sans plus attendre, j'arrête mon partage d'écran et je vous écoute. Merci beaucoup, Simon. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, effectivement, on est prêt à prendre les questions, que ce soit de vive voix ou bien sur le chat. Alors, n'hésitez pas. Allez-y, Sylvie. On ne vous entend pas. Oui, alors c'est excellent. Je vous remercie beaucoup. J'ai appris beaucoup dans votre présentation. Je voulais savoir, parce que ça semble si important, la nouvelle, que ce soit quelque chose de pressant, d'urgent. Comment est-ce qu'on peut bien choisir le moment? Parce que c'est sûr que dans notre tête, c'est très urgent maintenant, mais c'est peut-être pas, peut-être si quelque chose va se passer dans un mois ou je ne sais pas, ce n'est pas urgent pour les médias. Comment est-ce qu'on choisit bien le moment ou est-ce qu'on envoie constamment notre message, puis là, il ne le voit plus? Alors, c'est ça, je me demandais si vous pourriez nous donner vos suggestions. Bien, c'est une excellente question, puis vous comprenez bien que c'est le problème des relationnistes à tout moment. Je vais reformuler votre question dans mes mots. Comment on fait d'un événement qui n'est peut-être pas si nouveau que ça, une nouvelle? Et ça, c'est un enjeu auquel on est confronté tout le temps, parce que des fois, je vais prendre un exemple.
La question de la pauvreté. C'est un de mes sujets de recherche. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Hein? Le monde sont pauvres, ne mangent pas, ils ont de la misère à se loger, etc. C'est important, maudit, mais ce n'est pas nécessairement nouveau. Comment on fait pour intéresser les journalistes à ça, même si on n'a pas nécessairement une nouvelle? Bien, on a plusieurs techniques en relation de presse pour faire ça. Premièrement, une des techniques les plus faciles et les plus séduisantes, c'est raconter une histoire. Trouver une histoire à raconter, et là, je me lie à mon 4e critère de tantôt, la question de l'insolite. Raconter une histoire qui surprend, qui illustre de façon des fois exagérée une situation qui existe pour plein d'autres gens à côté. Telle personne a attendu 8 mois avant d'obtenir son premier chèque de l'assurance chômage. Ah, bien là, 8 mois, c'est beaucoup quand même. J'invente une histoire, vous m'entendez bien là. Eh bien là, peut-être que quelqu'un va se dire, peut-être qu'un journaliste va se dire, ah ouais, 8 mois, c'est tough. Et là, vous pouvez dire, moi, je vais te mettre en contact avec cette personne-là, avec comme entente que tu parles à ma porte-parole ensuite. Et là, vous pouvez, le journaliste ou la journaliste peut prendre l'histoire croustillante, faire son début de texte avec ça, et vous avoir, vous, comme organisation, en contexte pour dire, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres mondes qui vivent ce genre de situation et ça se passe de telle et telle façon, puis si le gouvernement voulait régler ça, il pourrait faire telle et telle affaire, admettons. Donc, vous avez le moyen d'attraper des éléments qui peuvent apparaître comme anodins, même qui peuvent apparaître pour vous comme du quotidien, mais il faut vous mettre dans la tête des journalistes et vous dire, est-ce qu'ils pourraient trouver ça surprenant, insolite, amusant, un clin d'œil étrange, ironique? Bon, un ensemble de choses comme ça. Et des fois, ça mord. Je ne vous dis pas que ça mord à chaque fois, hein, vraiment pas. Moi, j'en ai écrit des communiqués qui sont tombés totalement dans le vide. Ça arrive, ça. Mais vous avez le moyen de reprendre ça avec la question de la narration, le récit, raconter une histoire intéressante. Une autre stratégie qui est beaucoup, beaucoup utilisée par les grosses organisations, c'est faire un événement. C'est créer des choses. On se retient souvent dans les petites organisations puis dans les organisations communautaires parce qu'on est près du monde, on veut dire la vérité, on veut tout ça. C'est bien beau. Mais sachez que les grandes entreprises et tout le monde qui remplit les médias à tous les jours, eux autres, ils ne fonctionnent pas comme ça. Eux autres, quand ils veulent passer un message, ils créent un événement de toutes pièces pour passer leur message. Vous allez me dire, on n'a pas les moyens d'une grande entreprise. Vous avez tout à fait raison. Mais vous avez le moyen de faire bien des affaires. Je vais vous donner un exemple. Vous avez envie, j'invente là, out of the blue. Vous avez envie, tiens, je vais prendre l'atelier d'innovation sociale Morel Bélanger, je le connais. On a envie que les médias parlent de nous pour les services qu'on offre sur un certain nombre de choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas, demain matin, annoncer un événement pour fêter soit la remise d'un prix qu'on va remettre à une personnalité très importante dans la région, puis avec qui on a déjà un contact, puis qu'on connaît bien. On appelle la personne, on lui dit « Hey, on a pensé à ça, on voudrait te remettre un prix. » La personne est enchantée. Vous dites « Oui, nous autres, on fait ça. » Tout ça, là, pas besoin d'argent, pas besoin de les remettre d'une somme. Il faut lui remettre un complet hochet. Vous dites « On organise un grand truc. » qui parle de ses capacités en animation. Tiens, admettons qu'on veut promouvoir nos questions d'animation. Bien, boum, on va faire tout un événement où on va inviter les journalistes pour remettre le prix qu'on va avoir inventé, puis à qui on va avoir donné un nom, et on va dire, bien, cette personne-là est très importante. De préférence, on fait ça avec une vraie personne qui est effectivement très importante et tout ça. Et là, on prend cette opportunité-là pour parler aux journalistes des questions qui nous intéressent. Donc, vous voyez, il y a moyen de créer des événements. Et là, je vous donne un exemple très, très candide et simple, mais dites-vous que
de l'autre côté de la clôture, plein de gens font des choses vraiment pas propres en création d'événements. Mais vous pouvez faire ça et attirer l'attention. Soudainement, il y a une nouvelle. Soudainement, votre organisation est au cœur de cette nouvelle-là et vous pouvez parler de vos thèmes. Donc, des fois, il faut jouer à leur jeu et les prendre à leur jeu, les journalistes. Et c'est une des façons de faire. Là encore, aucune garantie que ça fonctionne. Hein? Mais plus de garanties que ça fonctionne que juste écrire un communiqué de presse pour dire « Notre organisation offre des services très pertinents et aimerait avoir davantage de financement. » C'est fort intéressant, mais personne ne va faire un article avec ça. Donc, il y a l'idée fondamentale de dépense, c'est de vous mettre dans la tête d'un journaliste, c'est de dire comment je pourrais les intéresser à mes affaires? Qu'est-ce qui ferait qu'on peut avoir on peut susciter de l'intérêt? Donc, c'est cet état d'esprit-là dans lequel vous devez vous mettre. Puis, bien sûr, moi et plein de gens talentueux comme Zineb qui nous reçoit aujourd'hui, qui a sa formation en relations publiques, on est disponible évidemment là, pour aider, pour appuyer quand vous posez des questions. Là, je vous ai laissé mon courriel tantôt. Vous dites « Ah, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que je devrais faire? » Vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Et plus encore à une personne qui travaille dans le monde franco-ontarien comme Zineb, va pouvoir vous aider pour vous appuyer dans tout ça. Des fois, à 2 ou 3 têtes, on pense plus à des meilleures idées, puis à des meilleures façons d'aguicher, de taquiner le journaliste comme on taquine le poisson à la pêche. On va y aller avec Denise. Oui, salut. Je voulais savoir, j'ai une impression, je veux savoir si c'est correct. Selon mon expérience, puis je l'ai faite dans du travail que je faisais, c'est qu'on payait de la publicité, par exemple, dans un cahier spécial. Et puis là, on se fait connaître. Et puis, donc là, à ce moment-là, les journalistes sont plus portés à venir nous poser des questions parce qu'ils nous connaissent plus. C'est-tu une illusion que j'ai ou c'est-tu une réalité? Si j'étais un journaliste, je vous dirais que c'est une pure illusion, vous imaginez des choses. Mais moi, mon expérience, c'est celle d'un relationniste et vous avez entièrement raison. En théorie, dans les journaux, le monde de la publicité et le monde des journalistes sont séparés par un mur infranchissable. Moi, j'ai un exemple très, très simple à vous donner. J'ai été relationniste dans le cadre d'un parti politique pendant des élections. Le deal était extrêmement simple. Ça ne nous était jamais dit, hein, mais le deal était très simple. Une élection, ça dure 5 semaines, disons. Donc, c'était un hebdomadaire, il y avait 5 parutions. Tu as une pub, tu as un article. C'était aussi simple que ça. C'était même pas... tous les partis le savaient, tous les partis le faisaient. Et l'article, vous savez c'était quoi? C'était notre communiqué copié-collé. C'était mot pour mot ce qu'on avait écrit dans notre communiqué et daté. Donc oui, ce que je vous dirais, c'est que c'est vrai pour les petits médias. Donc les médias régionaux, les médias locaux, si vous avez le moyen d'acheter un peu de pub dans ces médias-là, d'abord, ça encourage votre média local. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça fait qu'il y a un endroit où on parle de vos enjeux. C'est parfait. Mais en plus, en effet, ça vous fait connaître. Ça vous donne du sérieux par rapport aux journalistes. Et peut-être qu'ils vont prendre le téléphone des fois pour dire « Ah, ben eux autres, ils s'intéressent à ces questions-là, puis on fait un article là-dessus, on pourrait demander à Mme Lemire ce qu'elle pense de telle affaire. » Et là, ils vont vous appeler. Donc, vous avez 100% raison, Denise. C'est malheureusement, pourrait-on dire du point de vue médiatique, mais c'est bel et bien comme ça que ça fonctionne. On va prendre Daniel. Il faut jouer des jeux des fois. Hein? Les relations publiques, ma chère, c'est juste jouer des jeux. c'est ça l'affaire. Oui, Daniel, on vous écoute. Je suis sûr que même après la formation, il y a encore beaucoup à apprendre sur les relations publiques parce qu'en 1 heure, en 2 heures, c'est trop peu. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les qualités d'un bon relationniste selon vous?
quelles sont les qualités qu'un relationniste doit développer au fil du temps pour vraiment être performant. Et deuxièmement, c'est si je prends un exemple, parce que là, je vais un petit peu faire une mise en situation, je prends un exemple de la FO, imaginons. La FO qui veut organiser un événement, peu importe, la FO organise un événement et la FO écrit un communiqué de presse. Mais la section citation, elle m'intrigue un petit peu. La FO annonce l'événement, c'est une annonce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va mettre dans la citation? Parce que rien n'est dit, elle envoie juste au relationniste une annonce qu'on va faire ceci et cela. Qu'est-ce qu'il y aura dans la citation? OK. Je vais répondre à cette dernière question plus pratique, puis ensuite j'irai sur les qualités d'un bon relationniste. Si vous invitez à un événement, vous ne faites pas un communiqué, vous faites une convocation. Et dans le cadre d'une convocation, vous ne mettez pas de citation. Si après l'événement, vous faites un communiqué de presse pour raconter ce qui s'est passé, puis dire les choses extraordinaires qui ont eu lieu lors de votre événement, les milliers de personnes qui sont venues, les extraordinaires prestations musicales qui ont eu lieu, etc., eh bien là, vous avez, oui, une citation de la personne qui prend la parole au nom de la FO et qui dit « On est très content de notre événement, la population était au rendez-vous, on a eu, bon, je ne sais pas moi, tel artiste qui nous a fait une performance hors du commun. On attend l'an prochain les gens qui vont revenir à notre prochaine édition. » Ce genre de situation-là. Sur la question des qualités, à mon avis, il y a deux qualités, bon, disons trois grandes qualités, à mon avis. Première qualité extrêmement importante, essentielle, le début de tout, la fin de tout, de l'entre-gens. Vous devez être une personne sympathique, avec qui il est facile de parler, que vous êtes facile à rejoindre. Quelqu'un veut vous parler, il tape votre numéro, une seconde après, il vous parle. C'est la facilité d'accès puis l'entre-gens, c'est le cœur de votre travail. Vous êtes disponible pour répondre aux besoins des médias. C'est ça, être relationniste. La deuxième grande qualité, outre le réseau de contacts, là, je pense que je vous l'ai assez dit, là, je ne vais pas le répéter. La deuxième grande qualité que doit avoir un relationniste, à mon avis, c'est de la créativité. Surtout quand on est dans une petite organisation qui n'a pas nécessairement des tonnes de nouvelles produites chaque année. Avoir l'imagination pour penser comment je peux raconter ça aux médias pour que ça les intéresse. Être capable de se mettre... Donc, et ce n'est pas sans lien avec l'entre-gens. Hein. Ça prend une certaine empathie envers la situation des journalistes pour essayer de penser comme eux autres, se mettre à leur place et dire ça pourrait les intéresser. Donc ça, c'est une grande, grande qualité, l'imagination, la créativité. C'est ce que Mme Lemire disait tantôt, là. On joue des petites games là, quand on est relationniste. Et avoir un peu d'imagination pour rendre ça intéressant, pour mettre un peu de piquant dans des histoires qui sont peut-être pas toujours aussi relevées que ce qu'on aimerait, ben ça fait partie des relationnistes, des qualités du relationniste. La dernière chose, c'est d'être une personne organisée. Il faut avoir un bon réseau de contacts, une bonne liste à jour des gens à qui contacter. Il faut ne pas oublier. Bon, c'est un peu de la gestion de projet, hein, être relationniste. Donc, quand vous faites un événement, ben, ne rien oublier, rappeler tout le monde, s'assurer que votre porte-parole est au bon endroit au bon moment, etc. Donc, ça, je vous dirais que c'est les grandes qualités qu'une personne. Si vous avez quelqu'un qui a ces trois qualités-là, vous pouvez dire de faire des relations publiques. La chose elle-même, les relations publiques, c'est pas si difficile que ça. C'est pas des techniques qui demandent une grande connaissance. C'est pas de la sorcellerie, là. Mais c'est des petites habitudes et des façons de fonctionner, puis des états d'esprit dans lesquels se mettre, qu'on apprend. Souvent, les meilleurs relationnistes le deviennent à force de l'être. On l'apprend beaucoup en le faisant. Avez-vous d'autres questions pour moi? Il y a plein de gens qui sont là, en fait, je n'avais même pas remarqué. Et il ne faut pas se gêner. Écoutez,
écoutez, s'il n'y a rien d'autre, j'imagine que j'en suis à vous remercier de m'avoir reçu. Merci à l'équipe de l'AFO de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Simon. C'était vraiment très, très intéressant ta présentation. On garde contact et ton courriel. Et s'il y a des questions qui nous sont adressées donc dans les prochains jours, je n'hésiterai pas donc de les acheminer vers toi et puis au plaisir de collaborer avec toi aussi dans le futur proche. Merci beaucoup, Josiane, puis au plaisir de collaborer avec l'AFO et avec toutes les autres organisations qui étaient présentes. Au revoir tout le monde. Merci, Simon. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous.